Écoutez, on ne peut pas faire de projet immobilier sans urbanisme. Parce que de toutes les façons, il faut à la base, l'urbanisme, c'est la programmation, c'est aussi la projection dans le temps de ce que sera la vie des humains sur un territoire donné. C'est ça l'urbanisme. Et l'urbanisme a trait à beaucoup de choses parce que ce n'est pas simplement le dessin de rue ou le zonage qui permet aux promoteurs immobiliers ou aux propriétaires de terrain de fabriquer des logements ou des équipements, mais aussi l'art de créer la ville. Or, la ville, depuis l'Antiquité, c'est la somme de beaucoup de choses, de beaucoup d'interactions, d'échanges surtout, parce que la ville est faite à la base de l'échange commerciaux, l'échange économique, l'échange culturel, l'échange social et aussi humain. Et aussi, la ville fait aussi l'objet de migrations depuis la nuit des temps. Donc, comment gérer ces migrations, ces nouvelles populations qui étaient soit dans des territoires urbains, qui migrent vers d'autres territoires pour améliorer leurs conditions de vie, ou de migration, comme on le constate dans beaucoup de pays comme le Maroc, du monde rural vers le monde urbain. Donc, il faut trouver une façon de faire pour rendre la ville intelligente et surtout pour améliorer ou promouvoir le vivre ensemble, ce qu'on dit, hein, même si je ne suis pas très d'accord sur ce vocable galvaudé, mais toujours est-il que c'est ce vivre ensemble qui a permis que dans des pays comme le Maroc. Pourquoi je dis que c'est un système démocratique? Parce que c'est le seul endroit où on ne voit pas de l'extérieur les disparités sociales des gens qui habitent. C'est-à-dire que le pauvre peut habiter à côté du riche, les portes sont toutes pareilles sur la rue, c'est l'intérieur où se trouve la richesse. La richesse était cachée. Avec le monde contemporain, on est parti vers une extériorisation de la richesse sociale. Et puis on le voit aujourd'hui dans l'ornementation des logements, entre même les modernatures, les formes des villas, etc. de l'extérieur. Et ça marque beaucoup plus aujourd'hui. Les inégalités viennent un peu de cela aujourd'hui parce que nous avons des gens qui voient des villas extraordinaires de l'extérieur et puis ils sont dans des petits appartements, dans des petits logements. Ça crée des tensions même sociales. Et nous avons aussi, cela s'est passé à partir du XXe siècle où la modernité est venue. Il faut savoir qu'au Maroc, durant la première moitié du XXe siècle, la ville marocaine était segmentée en deux sous-quartiers, c'est-à-dire le quartier des indigènes, la Médina, et le quartier européen, où les Marocains, les indigènes, n'avaient pas le droit d'habiter jusqu'en 1956. À partir de l'arrivée de l'indépendance, les familles aisées qui habitaient dans les Médinas ont migré vers ces villes modernes européennes. Elles ont vendu leur logement. Dans les Médinas, vous aviez de superbes riades où il y avait une seule famille qui vivait en entier dans cet espace extraordinairement riche architecturalement avec des cours intérieurs, etc. Il y avait une zone publique au rez-de-chaussée, une zone privée au premier étage. Il y avait énormément de choses qui étaient bien pensées, ne serait-ce que dans l'architecture, dans la décoration, etc. Et puis, ces riads, ces maisons de la Médina ont été occupées par de nouvelles populations pauvres qui sont rentrées dans les Médinas. Les Médinas venaient même des campagnes. Voilà, n'était plus un espace réglementé. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, les portes des Médinas étaient fermées après la dernière prière du soir pour qu'il n'y ait pas de surdensité de l'espace urbain. Depuis 1956, et puis avec la liberté de mouvement, etc., dans un État moderne que nous avons voulu, il y a eu une surdensité des Médinas, ce qui fait que ça pose aujourd'hui des problèmes de préservation de ce patrimoine millénaire. D'ailleurs, les Médinas tombent en ruine, donc on essaie de les conforter avec des poutres, avec des poteaux, etc., en bois, alors qu'avant, des travaux de réhabilitation étaient réalisés toute l'année par des systèmes solidaires. Et le travail, le travail solidaire dans la Médina se trouvait aussi dans les campagnes autour des semailles, etc., des récoltes. Alors, avoir déstructuré la société traditionnelle marocaine et l'avoir transformée
ou poussé à se transformer en société moderne, nous y avons laissé une bonne part de notre culture, de notre histoire, de notre patrimoine, et nous avons choisi la facilité de la modernité. Et bien sûr, quand on s'est retrouvé dans la ville moderne, il y avait aussi des problèmes, comment on allait faire habiter dans la ville moderne ces populations qui ont migré donc vers la ville européenne, mais aussi les populations qu'on a ramenées au début des années 20 dans les périphéries des villes pour travailler dans les usines, par exemple à Casablanca, etc., mais qu'on contenait dans des nouallas, dans des bidonvilles. D'ailleurs, le terme de bidonville a été créé à Casablanca, concomitamment avec le Brésil. Mais c'est né, enfin, ici. Donc, ce qui fait que on a laissé ces gens des bidonvilles durcifiés en quelque sorte, donc en utilisant des morceaux de bidons d'huile pour justement empêcher que leurs maisons qui étaient des huttes ne deviennent maintenant durcifiées, qu'il y ait des pénétrations d'eau, enfin des pluies. Et puis on s'est rendu compte que le problème n'était pas réglé, et au début des années 50, un Français, Ecocha, invente la trame sanitaire, le cube de la maison marocaine que vous connaissez, avec une cour de 4x4. C'est moche, hein, mais ça faisait habiter les gens. Alors, c'est le grand problème du moment. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de questionnements dans la société marocaine se posent en termes d'identité. Vous avez vu depuis une trentaine d'années, l'identité amazigh est revenue en premier plan. Il y a des revendications linguistiques, des revendications identitaires. Pourquoi les Amazirs, par exemple, ont revendiqué cette reconnaissance de l'État marocain, de leur culture et de leur identité? Parce qu'ils se trouvaient en marge du développement surtout. Oui. Donc ils n'étaient pas reconnus. À côté de cela, il y a d'autres revendications, et des revendications des populations rurales elles-mêmes qui sont démunies aujourd'hui, qui ne demandent qu'à avoir des infrastructures, avoir des hôpitaux, des écoles qui ne soient pas très loin de leur lieu. Quand on fait un plan d'aménagement, c'est un appel d'offres qui est lancé par les communes. Hein. C'est les communes qui ont le droit de lancer les appels d'offres. Après, donc ils appellent des architectes, ou des bureaux d'études, d'urbanisme, etc., avec un cahier des charges bien précis qui dit que dans l'équipe qui va projeter ce plan d'aménagement, il doit y avoir un économiste, il doit y avoir un démographe, il doit y avoir des gens, des spécialistes dans l'équipe. Donc tout le monde s'est trompé là. Et on donne des CV, on fait l'étude. On la fait souvent très bien. C'est-à-dire la valeur intellectuelle des offres techniques des plans d'aménagement sont excellentes. Qu'elles soient faites par des bureaux d'études marocains ou architectes marocains urbanistes, ou par des bureaux d'études étrangers. Le problème après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que l'étude est terminée, il y a les délibérations communales, etc. Puis on envoie tout ça au comité central, au ministère de l'urbanisme à Rabat. À l'époque, le ministère de l'urbanisme dépendait du ministère de l'Intérieur dans les années 90. Donc après, il y a des marchandages. Il y a des marchandages politiques, il y a des priorités, etc. Et dans les années 80, quand Sa Majesté Hassan II voulait créer le grand boulevard, l'avenue Royale, qui ne s'est toujours pas faite. C'est toujours pas fait parce que on s'est retrouvé avec les gens étaient prêts, hein, les gens de la Médina dont on allait raser les maisons. Bon, on les a pris, on les a mis à un quartier Nassim, hein, on a créé une société qui s'appelle la Sonada, qui après a été rachetée par la CDG. Mais dans ce nouveau quartier où on les a emmenés, il n'y avait pas d'équipement. Alors que les gens, quand ils étaient en Médina, ils étaient au centre de la ville de Casablanca. C'était de vrais urbains. Et c'est là qu'ils ont travaillé, c'est là où je vous parle encore une fois de la vision. Même si la volonté est là, la vision n'est souvent pas là. Donc on travaille toujours dans l'urgence. On gère toujours les urgences. Et puis, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi les villes nouvelles n'ont pas marché? À titre d'exemple, Temsna. Moi, j'ai travaillé sur Temsna, etc., sur les projections urbaines de cette ville. C'est que cette ville était au départ destinée à la classe moyenne. D'accord, très bien. Et au bout d'un moment, toujours sous l'effet de l'urgence, les autorités sont venues, ils ont dit, bon, on invente un nouveau vocable, c'est la mixité sociale. On l'a vu en France, etc. Et puis on voulait copier le même système. Pourquoi? Parce que avec cette théorie, on faisait passer l'urgence des familles bidonvilloises
auquel on ne trouvait pas de solution en termes de recasement sur un foncier disponible à Témara, on a dit, on a du foncier à Temsna. Alors, quand vous avez deux catégories sociales qui sont totalement différentes et qui habitent dans le même parcellaire, on les a même pas, on les a même pas en quelque sorte ghettoisés par quartier, d'accord? On crée des disparités, on crée les gens n'aiment pas, enfin, il faut le dire, les riches n'aiment pas que les pauvres habitent chez eux, et les pauvres n'aiment pas que les riches habitent. C'est une illusion que d'y croire. Bien sûr, donc la mixité sociale n'existe pas. De la rancœur. Elle existait dans la Médina, comme je vous ai dit tout à l'heure, tant que la richesse ne se voyait pas. Remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur la démographie au Maroc. Le Maroc est un pays qui a été beaucoup étudié par les scientifiques, que ce soit sur l'angle démographique. Sur l'angle démographique, pas simplement au Maroc, mais aussi en Europe. Hein. Il y a une fameuse étude qui a été faite par Emmanuel Todd en 2006 hein, sur la démographie au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions sur la taille des familles au niveau au début des années 60, nous étions à 7,5 membres par famille. Et nous sommes passés pratiquement aujourd'hui, on est à 2,2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait la transition démographique en 23 ans, de 1984 à 2006, alors que la France a mis 160 ans à la faire. Donc on est passé de 5,5 membres, la famille de 2002, à 2,5 en 2014. Là, on est en 2002. Mais au milieu urbain, on est même à 1,9. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? C'est-à-dire qu'il y a moins de naissances, hein, il y a moins de membres dans les familles, mais il y a plus de couples comme par hasard. C'est-à-dire que les couples se forment. Ils se déforment. Mais ils restent plus longtemps dans la durée avant d'avoir des enfants parce qu'il y a des difficultés économiques. Donc par rapport à cette question de la déliquescence, enfin de la société, enfin de certains aspects donc de la société urbaine et de la société en général, il y a ce problème de l'éducation, ce problème de la citoyenneté. Où est-ce qu'aujourd'hui on apprend la citoyenneté? Avant, on l'apprenait à l'école, hein, quand l'école encore existait et qu'elle formait l'élite qui gouverne aujourd'hui. Hein, qui est peut-être le mal. C'est la dernière génération, en fait. Mal. Exactement, c'est la dernière génération archéologique qui a étudié à l'école publique marocaine telle qu'on la connaissait. Qui a produit de grands ingénieurs. Bien sûr, qui gouverne aujourd'hui. Donc, c'est cette citoyenneté, cette façon d'être, ce vivre ensemble qu'on vivait avant, qu'on a perdu, qu'il faut recréer sous de nouvelles formes. Il faut bien sûr s'adapter à la modernité, s'adapter au monde qui nous entoure. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas seuls sur ce monde. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec le développement d'Internet, le développement des smartphones, etc. Les gens voient. Vous imaginez qu'au Maroc, on a 45 000 téléphoniques pour 36 millions. C'est quand même extraordinaire, cet engouement de l'Internet. Et ce qu'il a pu aujourd'hui ouvrir comme champ des possibles à l'échelle internationale. Même, encore une fois, on exagère même aujourd'hui cette ouverture où chaque citoyen devient lui-même journaliste, devient lui-même investigateur. Mais il y a des groupes sur Facebook comme Save Casablanca qui font un travail extraordinaire. 300 000, je crois, abonnés, qui n'arrêtent pas de faire remonter l'information. Oui. Alors, il permet de changer les choses. Mais est-ce que des fois, ça marche. Non, ça marche. Ça commence à marcher. Hein. C'est un groupe qui a été créé par mes amis Mouna Hachim et Hamid Chitachni. C'est un travail salutaire de lanceur d'alerte au niveau urbain. C'est la première fois qu'on le fait aujourd'hui au Maroc. Ça permet à tous les contributeurs de ramener sur la place publique tous les dysfonctionnements qu'ils remarquent dans leur quartier. Oui, même dans la rue. Et aujourd'hui, ça pose un problème aux gens de Casablanca qui sont obligés aujourd'hui de réagir. C'est-à-dire, je parle des gouvernants, hein, de la maire, des gouverneurs d'arrondissement, etc., qui au début voyaient ce site comme étant quelque chose d'assez populiste, etc. Oui, qui n'allait pas durer. Ils se sont rendus compte, avec la durée et le nombre de contributeurs, qu'il fallait réagir. Aujourd'hui, les corrections se font. Et d'ailleurs, les mêmes contributeurs reviennent avec les nouvelles images, en remerciant les autorités d'être intervenus. Donc, je pense que le citoyen, ici, dans ce type de site, a repris le pouvoir. C'est bien qu'il agisse comme ça. C'est une nouvelle forme de citoyenneté. C'est son pouvoir, il n'a jamais disparu, c'est lui qui l'a jamais exercé. Disons qu'avant, il n'avait pas de visibilité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est possible de faire ça. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une éducation. Dans les années 90, il y a une éducation civique, il y a une éducation politique qu'il faut apporter aux Marocains pour qu'ils soient conscients de ses droits
mais aussi de ses devoirs. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de vivre en autarcie, de critiquer le tout, mais quand il s'agit de sortir les ordures de chez soi et de les mener vers la petite benne, on les jette devant chez soi. Donc, ce sont des choses qui doivent s'apprendre.